Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de JavaScript. Alors contrairement à ce que dit le titre, on ne va pas parler de librairie JavaScript à proprement parler, euh, telle que jQuery ou autre, mais on va voir un ensemble d'éléments plutôt importants qui, euh, qui vont nous aider tout au long d'un petit exercice que l'on va réaliser ensemble. Donc nous allons voir des objets, des méthodes et des propriétés. Plus précisément, nous allons voir des écouteurs d'événements, comment récupérer des éléments en HTML et comment les manipuler un petit peu. On va voir qu'on peut ajouter des classes, etc., etc. Nous allons voir les tableaux et les tableaux associatifs, qui sont deux objets JavaScript vraiment utiles, ainsi que l'incontournable condition if-else et les boucles for pour parcourir nos tableaux. Et tout ça, au final, va nous amener à construire plein de petites fonctions qui vont nous être utiles tout au long de cet exercice qui va se complexifier au fur et à mesure de la vidéo. Et au final, on arrivera à commencer par se créer une petite librairie personnelle en JavaScript. Et donc, le petit exercice que je vous propose, je vous le donne en mille, on va faire une validation de formulaire. Alors, je vous explique ce qu'on va faire dans cette vidéo. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment faire une validation de formulaire simple. C'est-à-dire qu'on va vérifier que les champs ne sont pas vides. Et vous allez voir qu'on va écrire déjà pas mal de code. Et si on veut à chaque fois rajouter un champ, eh bien on va devoir en quelque sorte dupliquer le code qu'on a écrit pour chacun des champs. On va se rendre compte que c'est pas vraiment pratique. Et à partir de là, on va complexifier un petit peu la chose pour n'écrire qu'une seule fonction qui va valider autant de champs qu'on le souhaite. Et à l'après, on pourra également préciser des règles de validation, mais bon, vous allez voir ça au fur et à mesure. Alors, c'est parti. Je vous présente. Là, on a donc une page HTML simple où j'ai un petit formulaire auquel j'ai donné un ID pour pouvoir le récupérer en JavaScript plus simplement. Et avec pour l'instant un seul input de type texte qui est un ID name. Et bien sûr un bouton pour envoyer notre formulaire. Alors, on est parti. Donc là, mon script JavaScript est vide. On va faire un petit alerte pour vérifier qu'il est bien chargé. Hop là, j'actualise ma page, c'est bon, j'ai ma petite fenêtre d'alerte, c'est que mon script est bien chargé. On peut donc commencer. Alors la première chose que nous allons voir, c'est les écouteurs d'événements. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un écouteur d'événements? C'est quelque chose qu'on ajoute de cette manière-là. On écrit la méthode addEventListener. Dans les guillemets, en premier paramètre, on va donner l'événement que l'on veut écouter. Par exemple, on peut écouter plusieurs types d'événements, comme le click, donc on écrirait click. On peut écouter un chargement de page, et c'est ce qui va nous intéresser en premier, load, et on peut écouter tout un tas d'événements comme ceci. Ensuite, en deuxième paramètre, on entre la fonction que l'on veut lancer une fois que l'événement aura été déclenché. Donc là, on peut mettre vraiment ce qu'on veut. Et on a juste à écrire le nom de la fonction. Par exemple, je veux dire au chargement, je vais faire une fonction qui fasse alerte. Et après, j'ai plus qu'à définir ma fonction comme ça, alerte, et mettre à l'intérieur, et mettre à l'intérieur le code que je veux. Mais un écouteur d'événements, donc cette petite fonction ici, on n'a pas le droit de la mettre comme ça. C'est une méthode, et pour pouvoir utiliser une méthode, il faut l'appliquer à un objet. Et l'objet auquel on va appliquer la méthode addEventListener, c'est l'objet window. Pourquoi? Puisqu'on veut en fait attendre que la page de notre page HTML soit entièrement chargée pour pouvoir lancer notre script. En effet, si j'enregistre, ici, le contenu HTML et le contenu JavaScript va être chargé dans l'ordre d'apparition des éléments dans notre page. C'est-à-dire que c'est ici, à cette ligne-là, que je charge mon script. Si je veux manipuler des éléments HTML, eh bien je ne peux pas, puisque lui, son script, il va vouloir exécuter toutes les fonctions qui sont ici, alors que cette partie-là n'existe pas encore, puisque ça n'aura pas été chargé.
C'est pourquoi on va mettre cet écouteur d'événements pour attendre que la page soit chargée, et une fois que c'est fait, on va lancer une fonction init, comme pour initialiser notre page. Donc tout de suite, je crée cette fonction init, qui ne prend aucun paramètre, puisqu'on n'en a pas besoin, et voilà. Et maintenant, vous allez voir, si par exemple là je fais un alerte cool, je ne suis pas du tout inspiré, vous allez voir, si je recharge la page, hop, j'ai un alerte cool. Mais la page est chargée. Vous voyez que derrière, j'ai mon formulaire. En revanche, si j'enlève cette fonction ce add event listener et que je fais juste un alerte, pas cool, puisque la page n'est pas chargée, vous allez voir, hop, j'ai bien mon message, mais derrière, je n'ai pas du tout mon formulaire, puisque la page n'est pas chargée. Quand je clique sur OK, là, mon formulaire apparaît. Vous comprenez donc l'utilité du fameux écouteur d'événements. Donc, je réécris ce que j'ai écrit, ce que j'avais écrit, window.addEventListener, load, init. Je recrée ma fonction init, qui ne prend aucun paramètre toujours, et voilà. Alors, ce qu'on va faire au départ, on a besoin de notre formulaire. Et là, on va devoir rajouter un nouvel écouteur d'événements. Donc, on doit attendre que notre page soit chargée pour avoir accès à notre formulaire. Et une fois qu'on a notre formulaire, ce qu'on veut, nous, c'est quand on envoie les données, on analyse ce que l'utilisateur a tapé. Alors, on va récupérer notre formulaire. Et là, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on dit à notre document, puisqu'il faut toujours un objet pour appliquer une méthode, on lui dit getElements by ID, et voilà pourquoi j'avais donné un ID à mon formulaire, c'est pour pouvoir l'appeler plus simplement ici. Donc là, ça représente mon formulaire. Et bien comme j'ai fait ici pour Windows, je vais lui ajouter un écouteur d'événements. Et là, l'événement, c'est Submit. Et une fois que l'événement est déclenché, on va lancer une fonction qu'on va appeler valider. Très original pour valider un formulaire. Voilà. Alors, maintenant, je vais créer cette fonction valider. Au début, pour le moment, je ne vais pas lui mettre de paramètres, mais on va voir que ça va être utile. Et là, je vais mettre un alerte submit pour dire qu'on a cliqué sur submit. Là, vous voyez que ma page est chargée, mais je n'ai pas ma petite boîte de dialogue avec mon alerte pour me dire submit. Et effectivement, je n'ai pas encore cliqué sur envoyer. Et quand je clique sur envoyer, l'événement va se déclencher et donc appeler notre fonction valider qui, elle, va afficher la boîte de dialogue. Et on voit bien que c'est bien ce qui se passe. Donc, ça fonctionne. On peut continuer. Alors, vous voyez là enfin non, vous voyez pas puisque j'ai pas, voilà. Vous voyez dans l'URL, il y a ça. Il y a name, ça c'est notre champ input, et il est vide. Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Eh bien c'est parce que quand je clique sur envoyer, j'ai la fonction validée qui s'exécute, et après, les données que j'ai rentrées sont envoyées. Là je n'ai rien rentré, c'est pour ça que j'ai un dièse. Alors, c'est là où intervient le paramètre de cette fonction. On peut passer, quand on utilise un écouteur d'événements, comme addEventListener, la fonction que l'on met en paramètre prend automatiquement un argument. Et cet argument, eh bien, c'est l'événement lui-même. Nous, on va l'appeler E, comme event. Et pour empêcher le comportement par défaut, lorsque l'on clique sur envoyer, eh bien, ça envoie les données. Pour empêcher ça et pouvoir faire notre traitement tranquillement, on va faire un E. Notre événement, on va lui dire prevent default. Ça dit à notre navigateur, bon, on clique sur envoyer, mais tu fais pas ce que tu as l'habitude de faire. Je vais d'abord effectuer quelques calculs et ensuite, si je te l'autorise, tu enverras les données comme tu as l'habitude de le faire. Et là, vous allez voir que si je recharge la page, hop, et que je clique sur envoyer, bon, vous ne voyez pas parce que, mais voilà, vous voyez que j'ai toujours
mon URL correct. Je n'ai pas le point d'interrogation name égale dièse, puisque le comportement par défaut a été coupé. Donc c'est bien ce que je voulais. Une fois que j'ai empêché l'envoi du formulaire par défaut, qu'est-ce que je fais? On va faire une vérification simple, comme je vous l'ai dit. On va vérifier le champ non. Pour le moment, j'ai qu'un seul champ et on va faire qu'avec un seul champ. Je veux que ce formulaire soit valide seulement si et seulement si ce champ n'est pas vide. Alors, pour savoir si ce champ n'est pas vide, je vais d'abord devoir récupérer l'input. Et une fois que j'ai récupéré l'input, je dois récupérer sa valeur et la comparer pour voir si elle est valide ou non. Alors, on va faire ça tout de suite. Je vais faire une nouvelle variable que je vais appeler input, qui va donc correspondre, je vous rappelle, dans mon code HTML, à cet input ici, qui a donc un ID name. C'est toujours pratique pour les rappeler. Alors, c'est parti. Comme tout à l'heure, pour récupérer notre formulaire ici, on va utiliser exactement la même syntaxe. Hop. Sauf qu'ici, c'est name. Là, ça, si je fais un alert de input, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir, je fais ça envoyer et on me dit objet HTML input element. Ça veut dire que j'ai bien récupéré mon input et c'est un objet HTML de type input. Donc ça, c'est super. Maintenant, il me faut la valeur rentrée par l'utilisateur. Pour ça, je fais une autre variable que je vais appeler valeur. Et ça, je vais lui dire, eh ben, c'est mon input. Et là, je fais appel à une propriété, la propriété value. Vous voyez la différence entre une méthode, qui est par exemple getElementById ou addEventListener. Une propriété, elle, derrière, elle n'a pas de parenthèse, puisque c'est une variable et on ne fait pas appel à une fonction comme on le fait avec des parenthèses. GetElementById, c'est en fait une fonction. addEventListener, c'est en fait une fonction. GetElementById, voilà, etc. Mais value, non, c'est une propriété, donc pas de parenthèse. Maintenant que j'ai ça, vous allez voir, je vais faire, pour vous montrer, un alerte de ma valeur. Oups, voilà. J'actualise ma page et là je vais écrire quelque chose. Je fais envoyer et vous voyez que ça m'affiche bien ce que j'ai tapé ici. Donc j'ai bien récupéré ma valeur. Alors moi je vous ai dit que je voulais pas que la valeur tapée, enfin que le champ ne soit pas vide. Donc là on va voir la fameuse condition if. Entre parenthèses on met notre condition. Ce que je veux c'est que valeur, donc ce que va rentrer l'utilisateur, ne soit pas égal à la chaîne vide. Et là, je vais avoir besoin d'une nouvelle variable que je vais appeler valide. Et je vais l'initialiser à false pour lui dire que par défaut, notre formulaire n'est pas valide. Mais si la valeur rentrée par l'utilisateur est différente de la chaîne vide, c'est que notre formulaire est valide. Donc là, je passe valide à true. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que là je ne mets pas de crochet, il y en a qui ont sûrement l'habitude de voir if, condition et crochet. Eh bien sachez que les crochets ne sont pas obligatoires si on a une seule instruction. En revanche, si là je faisais par exemple un return quelque chose, pardon, là j'ai deux instructions, donc ça ne fonctionne pas. Je serais obligé de mettre les crochets et de passer tout ça dedans, puisque j'ai plus d'une seule instruction. Sauf que là, je n'en ai qu'une, donc je ne suis pas obligé de mettre les crochets. Et on gagne quelques lignes. Oups, pardon. Donc voilà. Si je reviens à mon champ, si mon champ de formulaire n'est pas vide, ma variable valide est à true. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Une fois que j'arrive là, je dois vérifier la valeur de ma variable valide. En faisant if valide, ça va vérifier si ça vaut true ou si ça vaut false. Si ça vaut true, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire tout simplement un alerte super. Mais si ça vaut false,
Et là, c'est là où on voit le fameux mot-clé else. Ça veut dire donc si c'est valide, on fait ça. Sinon, si ce n'est pas valide, eh bien on va faire un alerte error. Hop là. Alors, je vais voir si ça fonctionne. Je mets rien dans mon formulaire et on voit bien que ça met error. Si là, je rentre quelque chose et que j'envoie, ça me met bien super. Donc, ma validation fonctionne. Donc, maintenant, on va analyser un petit peu le code. On voit qu'il y a des choses que l'on répète plutôt souvent. En l'occurrence, ceci. Document.getElement by ID. Ça, on le répète une fois ici et une fois ici. Bon, ça fait 2 fois, mais vous allez voir qu'après, au fur et à mesure que l'on va complexifier le code, ça va devenir de plus en plus répété. Alors ce que je vous propose, c'est tout de suite de se créer une petite fonction qui là va sûrement vous rappeler un petit peu jQuery, qui va nous permettre de réduire ceci à seulement ceci. C'est-à-dire que on va créer une fonction qui va s'appeler $, qui prendra en paramètre un ID et qui nous retournera en fait ceci, document.getElementById et entre parenthèses l'ID que l'on aura passé en argument. Donc je change tout de suite ici et je vais créer cette petite fonction. Je fais function, comme je l'ai dit, elle va s'appeler $. Elle prend en paramètre un ID et ce qu'elle fait, elle va return, je ne sais pas comment on dit, document.getElementById et là elle return l'ID que l'on a passé en paramètre. En faisant ça, vous allez voir si j'actualise, je recommence, je vide mon formulaire, hop, ça fonctionne toujours. Donc c'est que ça a bien marché. Le code n'a pas changé, mais au moins en se créant cette petite fonction, on a raccourci ces deux parties où à chaque fois on devait écrire document.getElementById. Donc voilà. Et c'est en faisant comme ça que l'on va au fur et à mesure se créer sa petite librairie perso. Dès que vous voyez que vous écrivez plusieurs fois la même chose et qu'il y a juste un élément qui change, eh bien vous créez une fonction qui retourne ce que vous écrivez avec en plus avec un paramètre et le paramètre c'est ce qui change à chaque fois que vous écrivez la fonction. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Alors, deuxième petit inconvénient à ce code-là, c'est le jour où on veut rajouter un deuxième champ à notre formulaire, et bien on va devoir se retaper tout ce code-là pour faire exactement la même chose, vérifier que ce n'est pas vide, etc., etc., etc. Et on va se retrouver à dupliquer du code autant de fois qu'on aura de champs à valider. De plus, si jamais vous voulez vous dire, bon, je veux que ce champ-là, il ne soit pas vide, mais que en plus, ce soit un email ou qu'il ait un certain nombre de caractères minimum. Eh bien, pareil, vous allez devoir rajouter un if, mettre if valeur égale, je ne sais pas, ou if valeur.length si vous voulez mesurer la taille de votre chaîne de caractères et demander à ce qu'elle soit supérieure ou inférieure à un certain nombre. Eh bien, à chaque fois, vous allez devoir mettre des if, avoir plusieurs variables valides, par exemple valide not empty pour dire que c'est la variable qui vérifie que c'est pas vide. Après, vous allez avoir un valide email si vous voulez en plus vérifier que c'est un email, etc., etc. Donc vous allez avoir beaucoup de variables et beaucoup de code. Et surtout du code répété plusieurs fois ou seulement l'ID du champ que vous voulez récupérer va eh bien changer. Ce que je vous propose de faire, c'est de se créer une petite fonction qui va prendre en paramètre un tableau associatif. Alors, je vais faire un nouvel onglet pour vous montrer ce que c'est qu'un tableau associatif. En JavaScript, il existe deux types de tableaux. Les tableaux simples, que l'on peut créer en faisant une variable tableau. Je vais mettre la syntaxe JavaScript. Hop. Je me crée une variable tableau et je crée un nouveau tableau en faisant new array.
Maintenant, ce tableau, on peut dire à l'index 0, puisque l'index des tableaux commence à 0, tous les tableaux en JavaScript commencent à 0, et dire bah, au premier index, je vais mettre, je ne sais pas, par exemple, papa. Je suis désolé, hein, je ne suis vraiment pas inspiré. Au deuxième index, donc au tableau 1, je vais mettre maman, etc., etc. Il y a une deuxième manière de créer un tableau. Vous pouvez dire comme ceci. Ça équivaut à faire new array, comme je viens de le faire. Et entre crochets, mettre votre première valeur, papa, virgule, votre deuxième valeur, maman. Pour avoir accès donc à, ces entrées-ci, eh bien vous pouvez y avoir accès en faisant tableau, le nom de votre tableau, donc de votre variable que vous avez utilisée ici, et l'index auquel vous voulez récupérer la valeur. Si par exemple je vais récupérer maman, c'est l'index 1, puisque ça commence par 0, ça fait 0, 1. Si vous voulez avoir la troisième valeur, ce sera 2, etc., etc., etc. Les tableaux associatifs, c'est à peu près pareil, sauf que vous pouvez avoir 2 entrées par entrée. Alors je m'explique. Je vais créer un tableau associatif. Pareil, je peux faire new array ou mettre les crochets, c'est plus rapide. Et là, on a une première entrée qui s'appelle l'indice, ou la clé plutôt. Et là, par exemple, je vais mettre, je n'ai pas d'idée, on va mettre prénom. Et la valeur de cet indice-ci, je vais lui mettre suite. Ma deuxième entrée, à mon deuxième indice, si je mets email, je peux mettre la valeur, pardon, 2 points, et là je mets un email, contact @suite.fr, etc., etc., etc. Là, plutôt d'avoir une entrée, virgule, une autre entrée, virgule, une autre entrée, etc., etc., on a un mot-clé avec une valeur, suite. Et du coup, j'ai oublié de donner un nom à mon tableau, pour avoir accès, par exemple, à la valeur suite, on ne peut plus faire tab crochet 1, puisque peut-être certains d'entre vous se diraient que c'est à la deuxième place, donc c'est le deuxième indice, donc c'est le numéro 1, et ça, ce serait 0. Non, ça on ne peut pas. Pour avoir accès à suite ici, on doit rentrer l'indice, donc la clé, le prénom. Et ça nous sortira suite. Donc voilà, maintenant que vous voyez à peu près ce que c'est qu'un tableau associatif, voilà ce que je vous propose de faire. C'est, au lieu de faire cette fonction validée qui ne prend qu'un seul paramètre qui est l'argument, on va faire une fonction anonyme. Et ça, c'est une petite astuce. On va créer une fonction anonyme, donc qui n'a pas de nom, qui, elle, va faire appel à la fonction validée. Et du coup, je suis obligé de mettre les parenthèses. Et là, je vais lui donner un tableau en paramètres. Notre tableau, on va l'appeler règle, rules en anglais. Alors, j'explique un peu ce que j'ai fait. Avant, on avait ici, je vous ai dit que dans la fonction, dans la méthode addEventListener, le deuxième paramètre, c'était un nom de fonction. Ensuite, il fallait créer cette fonction et ça exécutait la fonction une fois que l'événement a été déclenché. Ce qu'on peut faire aussi, c'est passer une fonction anonyme qui, elle, est exécutée tout de suite. Mais ce qu'elle fait, elle fait appel à une autre fonction et c'est celle-ci qui sera exécutée une fois que l'événement sera déclenché. Et cette fonction, vu qu'elle est écrite en dur, eh bien, on peut lui passer tous les paramètres que l'on veut. Alors, cette fonction validée, donc elle prend un paramètre qui est rules. Alors, on va le créer là. Et rules, ce sera donc un tableau associatif. Alors, je vais mettre sur plusieurs lignes pour que ce soit plus simple. Notre clé, ça va être en fait le champ que l'on veut valider. Et la valeur, ça va être la valeur par rapport à laquelle en fait on ne veut pas que notre champ corresponde.
Si par exemple je ne veux pas que name soit vide, eh bien ici je mets du vide. Si je ne veux pas que mon prénom, le champ prénom, soit vide, ou pour changer on va mettre Toto. Voilà, là je dis, ce que je vais faire en fait, on va faire en sorte que le champ name ne soit pas vide. Et on va faire en sorte que le champ prénom, j'écris n'importe quoi, le champ prénom sans accent, puisque ça va être l'ID. En fait, ici vous mettez l'ID du champ que vous voulez valider. Et donc ici, la valeur que vous ne voulez pas qu'il prenne. Donc moi, je ne veux pas que notre prénom soit Toto. Je ne veux pas que les petits plaisantins qui remplissent les formulaires mettent pour prénom Toto. Bon, c'est très limité, mais vous allez voir, on va complexifier au fur et à mesure. Et ce tableau, on va le passer en paramètre de notre fonction validée. Donc notre fonction validée, ici, on verra plus tard. Du coup, on ne peut plus avoir accès à l'événement comme ceci, mais c'est pas grave. On verra plus tard comment y remédier. On a donc notre fonction validée et tout ça, on va l'effacer. Qu'est-ce qu'elle fait, notre fonction validée? Eh bien, on va avoir besoin de plusieurs variables. On va avoir besoin d'une variable clé. La clé, en fait, ce sera à chaque fois l'ID du champ que l'on veut valider. Donc, pour notre exemple, ce sera name et prénom. Là, j'ai bien mon champ name et bien mon champ prénom. Et vous allez voir qu'en fait, après, une fois que vous aurez terminé cette fonction, pour valider d'autres champs, ce que vous aurez à faire, eh c'est simplement mettre ici le champ que vous voulez valider, et ici, la règle, ce à quoi vous ne voulez pas qu'il corresponde. Et ce sera beaucoup plus simple plutôt que de se retaper à écrire des lignes de code et dupliquer en changeant seulement l'ID du champ que l'on veut valider. Donc nous allons avoir besoin d'une variable qui va être la clé. Nous allons avoir besoin d'une variable qui va être l'input, qui va prendre successivement la valeur qui va représenter successivement chacun de nos inputs. Et une variable valeur, exactement la même que tout à l'heure, sauf que elle, idem comme l'input, elle va changer à chaque fois. Voilà, on va aussi avoir pour plus tard besoin d'une variable i, que l'on ici initialise déjà à 0, ce sera pour les boucles, et une variable j. Nous aurons aussi besoin d'un tableau, et là on va changer un petit peu notre logique de tout à l'heure, on va l'appeler invalide. Et pour l'instancier en tant que tableau, on va faire new array. Alors voilà, là j'ai un peu posé le cadre de ce qu'on allait faire, maintenant je vais essayer de vous expliquer. Ce qu'on va faire, on va créer une boucle qui va parcourir ce tableau. Ce qu'elle va faire une fois dans ce tableau, elle va regarder l'indice, donc la clé, et elle va rechercher l'input qui correspond. Donc là, elle va se dire, ah bon, bah là, on me demande d'aller chercher l'input d'ID name, je vais le chercher. À partir de là, je vais récupérer sa valeur, et une fois que j'ai fait tout ça, je compare la valeur que j'ai récupérée à ce qu'il y a ici, à la valeur en fait de notre tableau associatif. Si ça correspond, eh bien c'est que c'est pas valide, et si ça correspond pas, c'est que c'est valide. Et on va recommencer pour chacun des champs. Alors on est parti. On va créer notre première boucle. Alors, une boucle pour parcourir un tableau, on utilise une boucle for. Sauf que ici, c'est un tableau associatif, donc on va utiliser la boucle for in. Alors dans ce for, qu'est-ce qu'on met? On met d'abord en premier la clé. Donc je vous rappelle que ça va prendre successivement name et prénom pour notre exemple, et ça prendra les autres champs que vous voulez. Ensuite on écrit in, le mot-clé in, et on dit, bon, je veux que tu vérifies l'indice dans le tableau rule. Donc là, en fait, on met l'indice, et ici, on met le tableau que l'on veut parcourir. Et ici, notre tableau, eh bien, c'est rules. D'ailleurs, j'avais mis un S. Hop, on regarde notre orthographe. Donc là, je mets, donc regarde toutes les clés de rules. Rules, je sais pas. Et c'est pas important. Une fois que tu es là-dedans, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu prends l'input, et comme tout à l'heure, eh bien l'input, on le récupère en faisant $, et ici, c'est clé. Alors, pas besoin des... Voilà. J'explique. Input, c'est la variable que l'on a créée ici. Et comme dans notre exemple de tout à l'heure, comme dans notre exemple de tout à l'heure, il faut que l'on récupère l'input d'ID name.
Ici, name, eh bien, c'est la valeur de notre clé. Donc, je vous rappelle qu'on a créé cette petite fonction qui nous retourne document.getElementById avec l'ID passé en paramètre. Donc ici, ça va nous retourner document.getElementById name, la première fois qu'on le lancera dans la boucle. La deuxième fois que l'on sera dans la boucle, ce sera l'ID, prénom et ainsi de suite. Une fois donc que l'on a notre input, comme tout à l'heure, on récupère sa valeur, et sa valeur, elle est égale à input.value. Alors jusque-là, ça ne change pas beaucoup de tout à l'heure, si ce n'est la petite boucle. Et une fois qu'on a fait ça, on fait exactement la même condition que tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, on avait un if valeur différent de vide. Et bien ici, la condition que l'on a ici, elle est générée par ce qu'il y a dans ce tableau-là. Et pour avoir accès à ce tableau-là, et bien comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas gardé ce que j'avais écrit, si, pour avoir accès à la valeur suite, il fallait que l'on fasse tab prénom. Et prénom, ici, c'est la clé. Et bien c'est exactement pareil ici. Là, notre tableau, c'est rules, et on veut avoir accès, à la valeur de notre clé. Donc là, pour notre premier champ, quand ça va arriver ici, ça va faire si la valeur entrée par l'utilisateur est différente, est égale à la valeur ici, eh bien notre formulaire n'est pas valide. Alors tout à l'heure, on avait une variable valide qui s'évaluait à false ou à true selon cette vérification faite ici. Là, on a un tableau invalide. Et ce qu'on va faire en fait dans ce tableau, à l'index i, et c'est pour ça qu'on avait i égale 0 ici, donc la première fois ça vaudra 0, donc au premier index, on va ajouter la clé. La clé. Pourquoi? Ce qui va se passer en fait, c'est à chaque fois, si ici c'est égal, c'est donc qu'on a une erreur. Je vous rappelle que donc là, pour notre premier exemple, name sera égal au vide. Donc on a une erreur. Dans notre tableau invalide, on va rajouter l'ID du champ qui a une erreur, pour ensuite le styliser un petit peu et lui mettre une petite bordure rouge pour dire qu'il a eu une erreur. Donc voilà, là, si ça c'est pas valide, on ajoute notre input d'ID name dans notre tableau des erreurs. Et une fois qu'on a fait ça, et là vous allez voir, je suis obligé donc de mettre les crochets et j'oublie pas d'augmenter i. J'augmente i de 1 pour que la prochaine fois qu'il passe dans la boucle, i vaille 1. Là, au début, il vaut 0, puisqu'on l'a initialisé à 0. Et ensuite, il vaudra 1, etc. etc. Et à chaque fois qu'il y aura des erreurs, il augmentera de 1 et ajoutera le champ qui a une erreur. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on ne peut plus faire if valide comme on avait fait tout à l'heure, puisque là, on a plusieurs champs. On est obligé de mesurer en fait la taille de notre tableau invalide. Si notre tableau... alors j'écris et je vous explique. Si notre tableau a une taille différente de 0, ça veut dire qu'il y a des éléments à l'intérieur. Et s'il y a des éléments à l'intérieur, ça veut dire qu'en fait, il y a eu des erreurs. Si donc la taille de notre tableau est égale à 0, et bien comme tout à l'heure, on va faire un alert super. En revanche, et là else, si on a une taille qui n'est pas égale à 0, c'est donc qu'on a des erreurs, on va devoir parcourir ce tableau invalide pour rechercher chacun des champs qui ont une erreur et on va leur ajouter une classe. Donc là, on va faire une nouvelle boucle et c'est là qu'on a besoin de notre deuxième variable j que j'avais initialisée tout à l'heure. On va partir de j égale 0 et là, puisque c'est un tableau simple, on n'a pas le in, on a un for, on dit où est-ce que commence notre boucle, donc aj égale 0, où est-ce qu'elle s'arrête. Et là, c'est aj strictement inférieur à la taille de notre tableau. Puisque une fois qu'on est en dehors de notre tableau, ça veut dire qu'il n'y a plus d'éléments et donc il n'y a plus de champs à rechercher. Voilà. Et une fois qu'on a dit que l'on s'arrêtait là,
on fait un J++ pour augmenter J d'une fois. Donc là, on ne met pas tout ça, ça le fait automatiquement. Ça va prendre automatiquement la taille du tableau que l'on met ici, et ça va répéter autant de fois que nécessaire la boucle. Mais dans un tableau simple, on est obligé de le préciser manuellement, de dire que l'on commence à l'indice 0, que l'on continue tant qu'on n'est pas arrivé au bout du tableau, et qu'à chaque fois on augmente de 1. Sinon, on reste toujours au premier niveau, et ça fait une boucle infinie. Alors, qu'est-ce qu'on va y faire dans cette boucle? Eh bien, on va récupérer notre champ, notre input, à l'indice dans lequel on est actuellement. Alors, j'écris invalide $crochet J. Puisque je vous rappelle, à cet emplacement-là, en fait, à chaque fois, on a mis ici l'ID du champ qui avait une erreur. Donc, en faisant ça, on récupère l'ID du champ qui est une erreur. Et ça, on lui ajoute donc là, on va récupérer notre input avec une erreur. Désolé, je me répète beaucoup, mais au moins comme ça, c'est assez clair. Et on va lui ajouter la classe error. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on utilise la propriété. Je sais, ça peut faire un peu bizarre, on s'attend à ce que ce soit une méthode, mais en fait non, c'est une propriété, et c'est la propriété className. Et vu que c'est une propriété, c'est une variable, on met un égal, et là on lui donne la valeur que l'on veut. Et je dis qu'on allait donner une classe error, donc on va mettre error. J'ai déjà précisé en CSS de rajouter une bordure rouge quand on a la classe error. J'oublie pas mon point virgule. Et voilà. Alors maintenant, j'actualise, on va vérifier, j'ai peut-être fait des erreurs. Donc là, j'ai mon deuxième prénom, mon deuxième champ qui apparaît. Alors, je vous rappelle, j'avais mis que pour le champ name, je veux pas que ce soit vide, et pour le champ prénom, je veux pas que ce soit Toto. Alors au début, on va faire le gros idiot, et on va faire exactement ce qu'on veut pas que l'on fasse. Là, j'ai une erreur. Alors, qu'est-ce que c'est? On va vous regarder. Je vous montre. Missing, j'ai dû oublier un. Ah oui, effectivement, vous voyez, là j'ai mis un 2 points au lieu d'un point virgule. Alors, où est-ce que c'est? C'est ici. Voilà. Là j'ai mis. Voilà. On recommence. Alors, j'avais encore une erreur, bien entendu. Ici, j'avais mis tab au lieu de rules. Alors que ici, je passe. Ici, j'utilise rules. Alors, forcément, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc là, je recommence. Faut que j'actualise bien entendu, et on renvoie. Et là vous voyez, j'ai les bordures rouges, donc tout fonctionne bien. Alors maintenant vous allez me dire, bon c'est bien joli tout ça, mais comment est-ce qu'on fait si on veut en plus que notre champ name, eh bien comme tout à l'heure, ce soit aussi un ID, pardon, un email qui soit limité à un certain nombre de caractères, etc. etc. Je vais être obligé de dupliquer ce code et au final on arrive avec le même problème que tout à l'heure et on n'est pas plus avancé. Alors, ce qu'on peut faire, et c'est une fonction très pratique des tableaux, c'est qu'on peut les imbriquer. C'est-à-dire ici, au lieu de mettre une simple valeur, on peut mettre un tableau qui contient lui-même plusieurs valeurs. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est d'ici donc de mettre un tableau qui va contenir plusieurs mots-clés. Et selon le mot-clé qu'il y aura, eh bien, on va faire des vérifications différentes. Alors, je me suis un peu basé sur l'exemple du framework Laravel, où pour valider des champs, en fait, on passe un tableau qui prend donc des mots-clés. Required, min de .8 pour dire que l'on veut un minimum de 8 caractères. Email si on veut que ce soit un email, et bon, ça c'est quand on a une base de données unique, on veut que ce soit un champ qui n'existe pas, une entrée qui n'existe pas déjà dans la base de données. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, on va retravailler un petit peu donc ce tableau rules, et donc comme je vous l'ai dit, ici on va mettre un autre tableau, donc crochet, pardon, un tableau, et là on va mettre à chaque fois des entrées qui vont correspondre au type de validation que l'on veut faire. Donc je vais être très original et on va reprendre les mots-clés de Laravel. Donc là je vais mettre required, et je vais mettre non pas min
deux points quelque chose, mais je vais juste mettre un nombre pour dire que je veux qu'au minimum, ce champ ait X caractères. Et on va mettre 8, par exemple. Et ici, on va juste mettre un tableau pour dire que c'est requis. Voilà. Donc là, maintenant, on va devoir faire une boucle dans la boucle pour dire, bon, une fois qu'on est à ce truc-là, il faut aussi parcourir ce tableau ici et vérifier à chaque fois la valeur que l'on a et faire la vérification en fonction. Donc, qu'est-ce qui va changer? Eh bien, déjà, tout ça, on va pouvoir le supprimer. Voilà. Et on va avoir besoin de plusieurs indices pour parcourir des tableaux. On va rajouter K et H. Voilà. Donc, jusqu'ici, c'est tout bon. Et maintenant, on va devoir faire une autre boucle. Puisque là, en fait, je vous rappelle qu'on est dans ce tableau. Et avant, on avait une simple entrée ici. Et c'est là où on faisait notre if. Mais maintenant, on n'a plus l'entrée, on a un tableau. Donc, on va parcourir ce tableau. Et pour parcourir ce tableau, qui est un tableau simple, on recommence, on fait un for. Là, on va prendre notre variable k. Et pareil, on va commencer à k égale 0. On va continuer tant que k est inférieur à rules clé .length. Alors, je vous rappelle, pour avoir accès à la valeur qui est ici dans notre, par exemple, une valeur qui est ici, donc après les deux points, on fait tab, le nom de notre tableau, et on met l'indice auquel on veut la valeur. Ici, comme tout à l'heure, l'indice auquel on veut la valeur, c'est rules. Sauf que maintenant, tout ça, eh bien, c'est un tableau, donc on peut avoir la propriété length, et donc là, par exemple, on va avoir la taille de ce tableau ici. Et on va donc pouvoir le parcourir de toute sa longueur. Et à chaque fois, on fait k++ pour augmenter de 1. Ça ne change pas. Dans ce for, on va voir une nouvelle façon de faire les boucles, c'est le switch. Switch, pas suite, je me fais de la pub, désolé. Et en fait, on va switcher à chaque fois la valeur, les valeurs une à une qu'il y a dans le tableau ici. Et pour avoir accès à ces valeurs-là, eh bien c'est rules, notre tableau, toujours à notre indice clé. Et là, vu qu'on est dans un tableau simple, on a notre indice 0, 1, 2, etc. etc. Et cet indice-là, eh bien c'est K. Donc on va switcher cette valeur au fur et à mesure. Et là, on va avoir différents cas. On va avoir le cas où la valeur que l'on va avoir ici, eh bien c'est required. Hop, required. Deux points. Et là, on va faire quelque chose. On verra plus tard. Et on met break. Ça, ce sont les mots-clés quand on fait chacun des cas. On va voir un autre cas. Et le cas, ce sera où ce sera... Bon, on va faire... attendez que je réfléchisse. Voilà, on va mettre ici. Puisqu'on verra pour les chiffres plus tard, c'est un peu plus subtil. On va vérifier aussi que c'est un email. Donc on va voir le cas où c'est un email. Voilà. Deux points. On fera quelque chose. Hop. Oui. Et on remet notre mot-clé break. Et on va voir un cas par défaut. Oups. Défaut. Qui lui sera le cas où on a en fait un chiffre. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et on va faire quelque chose aussi et break. Alors, premièrement, pourquoi est-ce qu'on met break à chaque fois? Et bien en fait, c'est une fois que l'on a rencontré le cas qui nous intéresse. Donc là, par exemple, pour le champ name, on va avoir en premier required. Donc une fois qu'il a trouvé required, il va faire sa vérification et puis c'est bon. Il va sortir de sa boucle et puis il va recommencer. On pourrait ne pas mettre le break et du coup il va continuer à chaque fois. Et là, il pourrait retomber effectivement sur, par exemple dans ce cas, là on a required et email. Il tomberait d'abord sur required, il ferait la vérification, il continue, ah je tombe aussi sur email, il fait la vérification, etc. etc. En revanche pour 8,
Et bien ici, d'ailleurs j'ai mis une chaîne de caractères, mais c'est pas nécessaire. Cette valeur peut varier. Autant les mots-clés que l'on met ici, required et email, eh bien, ça va toujours être les mêmes. Mais le chiffre, lui, eh bien, ça sera vraiment selon votre volonté. Si vous voulez que ce soit minimum 8 caractères, eh ben, vous mettez 8. Si vous voulez que ce soit minimum 10 caractères, vous mettez 10. Et le problème, c'est que dans les cas ici, on ne peut pas mettre de conditions. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, on va dire que tu vas vérifier tous les cas où c'est pas un chiffre, et puis par défaut, si tu n'as pas trouvé un des cas qui est ici, c'est que c'est un chiffre, et donc on va calculer la limite. Donc voilà. Alors maintenant, ici, j'ai mis n'importe quoi. Il va falloir que l'on crée les petites fonctions eh bien, qui vont faire notre validation. Avant ça, il faut que je crée une variable. Je vais créer encore une variable que je vais appeler valide. Et vous allez voir à quoi ça va nous servir. Ici, required, eh bien, ça va être exactement la même fonction. Si c'est requis, on veut que ce ne soit pas vide. Donc, ce qu'on va faire, on va dire, on va créer une petite fonction. Au lieu de faire comme tout à l'heure, écrire if, etc., puisqu'on pourrait très bien, on va faire une petite fonction. Comme ça, le jour où on veut modifier le comportement lorsque l'on a le mot-clé required, eh bien, on n'aura plus qu'à modifier cette petite fonction. Et si jamais on l'a utilisé plusieurs fois, eh bien, on modifie la fonction une fois et ça prendra effet de partout. Alors que si on met le code directement ici et qu'on l'a réutilisé plusieurs fois, eh bien, on va devoir le changer de partout. Ce qui n'est absolument pas pratique. Donc là, on va se créer une petite fonction is not empty, qui va prendre en paramètre eh bien, la valeur du champ sur lequel on est. Et ça, en fait, ce que va nous retourner cette fonction, on va le stocker dans la variable valide. Pour le champ email, on va faire pareil, on va dire que la variable valide, elle va prendre la valeur de ce que retournera la fonction isMail. Et on va mettre la valeur toujours. Alors, et ensuite, quand on a un chiffre, on va mettre dans la variable valide le retour de la fonction limite, qui va prendre la valeur rentrée par l'utilisateur et en paramètre et la valeur que l'on a mis ici pour comparer les deux. Donc voilà, et on va se créer ces petites fonctions. Alors on va commencer par la fonction isNotEmpty. Donc c'est parti, function isNotEmpty, et donc qui prend en argument, on l'a dit, une valeur. Que fait cette fonction? Eh bien, elle return, comme tout à l'heure, valeur différent de la chaîne vide. Là, on va utiliser une opération ternaire. Si la valeur est différente de la chaîne vide, on va retourner true. Ça veut dire, oui, ce n'est pas vide. Sinon, on retourne false. Donc, je vous explique. Ici, notre variable valide va prendre la valeur retournée par la fonction isNotEmpty. Cette fonction isNotEmpty va retourner true si notre champ n'est pas vide et va retourner false sinon. On va ensuite créer la fonction limite et on créera la fonction isMail après parce que c'est un petit peu plus compliqué. Donc notre fonction limite qui donc prend deux paramètres, la valeur et la limite. Et la limite, je vous rappelle, vous la définissez ici. Enfin, vous mettez le chiffre que vous voulez. Et elle, qu'est-ce qu'elle retourne? Eh bien, elle retourne. Est-ce que la valeur .length, donc ça c'est la chaîne de caractères que va taper l'utilisateur, elle va retourner ça si c'est supérieur ou égal à notre limite. Si c'est le cas, eh bien c'est bon, ça veut dire que si par exemple on a demandé 8 caractères minimum et qu'on en a plus, eh bien c'est que c'est valide, et si on en a moins, c'est que c'est pas valide, donc false. Voilà. Alors, on va faire la fonction mail, mais je vais passer sur un petit truc parce que c'est assez compliqué et c'est pas vraiment, j'ai pas vraiment envie d'expliquer ça. Donc isMail qui prend entre paramètres un supposé mail.
Ça va faire quoi? Eh bien, ça va, je vais copier-coller puisqu'il y a quelque chose d'un peu long à écrire. On va utiliser une expression régulière pour comparer en fait une chaîne de caractères. Là, par exemple, ça c'est l'expression régulière d'un email. Il existe plusieurs versions, c'est pas moi qui l'ai inventé. Vous cherchez sur Google expression régulière JavaScript pour des emails, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça et vous prenez ça. Donc on crée une nouvelle expression régulière qui correspond au format d'un email. Et ce qu'on va faire, en fait, on va return regex reg mail comme regex mail point test, ça c'est une méthode, et qui prend donc notre mail que l'on a passé en paramètre. Et en fait, ce que va faire cette méthode test, elle va prendre le mail que l'on envoie, comparer si ça correspond au format que l'on souhaite et retourner true ou false si ça correspond ou non. Donc voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, on n'a pas tout à fait fini, il nous reste quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bon, maintenant on a notre fonction valide, notre variable valide, pardon. On doit rester dans notre boucle for. Une fois qu'on a fini le switch, eh bien, comme tout à l'heure, il faut que l'on mette dans notre tableau invalide les champs qui ont une erreur. Alors, avant de faire ça, on va devoir créer quelque chose d'un petit peu spécial. On va se faire une condition. On va se dire, si on a quelque chose de pas valide, donc différent de valide, on va on va mettre dans notre tableau, et là on utilise i comme tout à l'heure, hein, le i égale 0, je reprends le même indice. On va lui ajouter la clé, exactement comme on a fait tout à l'heure, et on fait un i++. Mais là, il y a une petite subtilité, c'est-à-dire que, comme là, par exemple, nos champs ont différentes règles. Ils ont le champ required et le champ 8. Pardon, je dis n'importe quoi. Ils ont le mot-clé required et le numéro 8 en limite. Ici, il y a required et email. Si, par exemple, l'utilisateur ne rentre rien dans le champ, eh bien effectivement, il ne respecte pas required et il ne respecte pas non plus email. C'est-à-dire qu'il va être il va passer 2 fois dans la boucle, dire bon, required, c'est pas bon, le champ est vide, donc je mets false, donc valide vaut faux. Il repasse une deuxième fois, donc il va passer une première fois et ajouter le champ name. Il passe une deuxième fois, il fait ah ben on me demande aussi un email, mais c'est toujours pas un bon email, donc je rajoute le champ prénom là-dedans. Bon, j'ai mis email pour un prénom, mais on s'en fout. Vous comprenez bien que c'est pour l'exemple. Une fois qu'il a fait ça, donc dans mon tableau invalide, je vais avoir 2 fois le champ prénom. Et j'ai pas besoin d'avoir 2 fois le champ prénom. Une fois, ça me suffit. S'il a une erreur, qu'il en ait une ou plusieurs, eh bien, ça s'en change pas. Je vais pas mettre une bordure plus grosse, quoi qu'on pourrait, mais bon, c'est pas vraiment le but. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse avant de faire ce truc-là, c'est de vérifier que le champ sur lequel on est n'a pas déjà une erreur. Alors, pour faire ça, ce que je vous propose de faire, c'est, alors avant d'écrire la condition, on va écrire la petite fonction qui va nous être utile. Alors, pour vérifier qu'une valeur n'est pas déjà présente dans un tableau, on va rajouter à l'objet array une méthode. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on prend déjà notre objet array, notre objet global, et on va lui ajouter une méthode dans son prototype. Prototype. Et là, on met le nom de la méthode que l'on veut lui ajouter. Donc nous, on va l'appeler inArray. Voilà, et ça, en fait, c'est une fonction. C'est égal à une fonction qui prend en paramètre une valeur. La valeur que l'on veut savoir si elle est oui ou non dans un tableau. Et donc là, je vous écris un peu le code, j'explique pas vraiment, je suis un peu désolé. Mais c'est quelque chose d'un petit peu spécial, les prototypes, et je pense que vous pouvez quand même comprendre ce que je vais faire ici. De toute manière, c'est pas vraiment super important, c'est juste vraiment pour vérifier que la valeur n'est pas déjà présente. Sinon, il y aurait des moyens de faire en sorte, si on a 2 fois une même valeur,
de la contourner, mais c'est un peu plus simple de faire comme ça. Alors, on crée une petite variable et on va parcourir notre tableau. For i égale 0, hein, c'est toujours la même chose. I inférieur à, et là c'est un petit peu spécial, on va utiliser le mot-clé this.length, puisque en fait là on ajoute une fonction à notre objet, et notre objet c'est array. Et après, plus tard, on va pouvoir utiliser cette fonction en prenant un tableau que l'on aura créé d'une manière ou d'une autre, et en faisant inArray. Voilà, notre variable. Et ici, notre fonction, pardon. Et ici, on mettra la valeur que l'on veut. Valeur. Et en fait, en faisant ça, le vis, eh ben, il va prendre la place de la variable du tableau auquel on applique la méthode. Donc là, ici, on va le faire sur notre tableau invalide. Donc, pour notre exemple, le vis représentera le tableau invalide. Donc, voilà. Pareil, et i++, ça ne change pas. Et dans cette boucle, on fait si la valeur courante, donc vis, là ça revient à faire invalide de la ri. Faut bien comprendre qu'en fait le vis va prendre la valeur de invalide, est égal à la valeur que l'on passe en paramètre. C'est donc, on a au moins une occurrence de cette valeur-là, et on va retirer true pour dire, bon, bah, si je rentre là-dedans, c'est que le mot que l'on cherche y est au moins une fois. Et ici, donc, on n'a plus qu'à faire if différent, puisqu'il ne faut pas que notre valeur soit invalide, soit dans le tableau invalide, pardon. If invalide, qu'est-ce que je fais? Point in array, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et là, entre parenthèses, on met la clé, toujours. Puisque je vous rappelle que la clé correspond à notre input, à l'ID de notre input qui a oui ou non une erreur. Si donc on a au moins une fois le nom, on ne fait pas cette vérification. Et on n'ajoute donc pas l'erreur à notre tableau. Alors excusez-moi si je ne suis pas très clair, c'est vrai que c'est pas évident à expliquer, mais enfin bon, de toute manière, si vous avez des questions et si vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours laisser un commentaire dans la vidéo ou demander un autre tutoriel pour que je vous explique plus en profondeur les points que vous n'aurez pas compris. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien tout est bon, on arrive au même endroit que tout à l'heure et, euh, et normalement tout devrait être bon. Alors on va vérifier, j'ai peut-être fait des erreurs, hein. Alors voilà, je dis pour le champ name required et 8 minimum et pour l'autre c'est required et un email. Alors on va tester ça. Alors on va déjà vérifier si ça fonctionne bien quand on fait quelque chose de correct. Je mets 9 caractères, donc c'est supérieur à 8. Et là je vais mettre un email. test@test.fr. Là, si j'envoie, pas d'erreur, on envoie les données. Si, en revanche, par exemple ici, je ne mets pas un email et que j'envoie, hop, on voit bien que j'ai une erreur. Si ici, je mets que 5 caractères, mais qu'ici, par exemple, je remets bien un email et que j'envoie, vous voyez bien qu'il me met l'erreur ici. Bon, ça reste en rouge, mais c'est normal puisque j'ai pas fait en sorte que la bordure s'enlève une fois que l'erreur est enlevée. Donc c'est tout à fait normal. Donc eh bien voilà, je pense que cette petite vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part, j'essaierai d'y répondre le plus clairement possible. Si vous avez des idées de tutoriels ou quelque chose que vous n'avez pas compris, dites-le moi. Pareil, j'essaierai de faire une petite vidéo avec un exemple simple pour comprendre. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé à comprendre ce qu'étaient des écouteurs d'événements, à mieux comprendre les boucles for, les boucles for in, voir ce qu'était un tableau et un tableau associatif, etc., etc. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je tiens à préciser que
j'ai pas la prétention d'avoir le meilleur code du monde, hein. J'ai certainement fait quelques erreurs et quelque chose pas vraiment, certaines choses pas vraiment optimisées. Mais le but c'était vraiment de vous montrer en gros comment faire un code plutôt pratique. Donc c'est sûr qu'au final la fonction est plutôt longue, mais vous vous doutez bien que si vous voulez à chaque fois rajouter un nom, une validation, et bien vous n'avez plus qu'à rajouter des champs ici. Et si vous avez beaucoup de champs dans votre formulaire, vous allez vite vous rendre compte que c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, et merci, puis à bientôt dans une prochaine petite vidéo. Au revoir.